La forêt amazonienne, l'immense océan vert de notre planète. Au plus profond de la jungle coule la rivière Las Piedras, une des nombreuses ramifications du Rio Madeira, l'affluent le plus long de l'Amazone. Dans les jungles qui entourent les sources de la rivière, la vie n'a guère changé depuis des millénaires. Des arbres géants comme celui-ci forment un couvert dense qui prive de lumière ceux qui vivent au niveau du sol. Mais dans ces couloirs sombres, la vie est si foisonnante que seule une infime partie de ses représentants ont été répertoriés. Il faut dire que la vie n'apparaît pas toujours au premier coup d'œil, car survivre sous la canopée implique souvent de rester caché. Pendant une grande partie de sa vie, cette boule de poils reste recroquevillée dans un enchevêtrement dense de végétation. L'animal se déplace rarement le jour. Son nom local est Ocitooro, petit ours d'or. En effet, il est tout petit et son pelage est doré. Mais ce n'est pas du tout un ours, c'est un fourmilier nain. Et ne vous fiez pas aux apparences. Les griffes des pattes antérieures de ce petit fourmilier peuvent infliger de graves blessures à un éventuel agresseur. Ces griffes constituent son seul moyen de défense lorsqu'il quitte sa cache pour se mettre en quête de nourriture. Le fourmilier flaire la trace de ses proies, les fourmis bien sûr, mais aussi les termites. Cependant, pour trouver ses proies, il doit faire l'effort considérable de rester éveillé. Après avoir rassemblé ses forces pour se concentrer sur la tâche à accomplir, il trouve un nid de termites. Mais ce n'est pas exactement le type de nid qu'il cherchait. Soigner les apparences est aussi une tâche importante, et faire régulièrement sa toilette est un moyen sûr de plaire à un éventuel partenaire. Toutefois, on ignore comment les fourmiliers nains trouvent un partenaire dans l'immensité de la jungle. En réalité, on ne sait pas grand-chose à leur sujet. Pour se protéger des prédateurs, tous les animaux ne se cachent pas dans des lieux difficiles d'accès. Beaucoup s'exposent au contraire à la vue de tous. À cette échelle, bien des apparences sont trompeuses. Ces insectes maîtrisent l'art du camouflage jusque dans les moindres détails. Les sauterelles-feuilles reproduisent la disposition des nervures des feuilles sur lesquelles elles vivent.
Plusieurs phasmes imitent même les espèces singulières de mousses et de lichens qui poussent sur leurs arbres favoris. Certains, comme cet arachnide, sont des prédateurs. D'autres vont devenir des proies. Mais tous s'efforcent de passer inaperçus. Alors que de nombreux animaux évitent les prédateurs et capturent leurs proies en modifiant leur apparence, ces papillons ont une stratégie bien différente. Ils se cachent dans les poils des paresseux, et on ne les trouve nulle part ailleurs. La fourrure des paresseux abrite des micro-algues qui leur donnent une teinte verdâtre et leur permettent de mieux se fondre dans l'environnement. Ils se déplacent si lentement et si peu que les prédateurs les remarquent rarement. En fait, les paresseux dorment entre 15 et 20 heures par jour. Leur régime alimentaire, essentiellement constitué de feuilles, est trop pauvre en calories pour leur permettre d'être plus actifs. Pour les papillons, c'est un milieu idéal. Ils y résident en permanence. Rester cachés et mener une existence solitaire n'est pas la seule façon de se protéger. Parfois, former des agrégats fonctionne tout aussi bien. Les tiges de ce jeune arbre sont assez tendres pour ses membres acides qui les percent de leur pièce buccale et en aspirent la sève. Les membres acides n'ont pas d'autre protection que leur fine carapace. Alors ils ont conclu une curieuse alliance. Ces fourmis sont leurs nettoyeurs et sont rétribuées pour leur service. Heureusement, le miella des membres acides est une récompense suffisante pour leur gardienne. Les fourmis débarrassent les membres acides des acariens grâce à des pièces buccales spécialisées. Mais dans cette jungle, il se passe toujours plus de choses que ce qu'on perçoit à première vue. Il y a en fait deux types de membres acides sur cet arbre, et l'un a de mauvaises intentions. Les membres acides à carapace plus sombre produisent rarement le miella dont se nourrissent les fourmis protectrices, mais ils veulent néanmoins être débarrassés de leurs acariens. Alors, quand ils repèrent une fourmi qui s'apprête à nettoyer un de leurs cousins, ils grimpent sur celui-ci et empêchent la fourmi de se nourrir tant qu'elle ne les a pas d'abord nettoyés. Ils ne sont pas les seuls à vouloir recevoir sans rien donner. Des fourmis plus petites et d'une autre espèce n'ont aucun service à offrir aux membres acides. Elles sont à la recherche d'un membre acide isolé et d'un repas facile. Chaque jour, des milliards de minuscules fourmis coupeuses de feuilles migrent à travers la forêt en empruntant des autoroutes miniatures. Le trajet quotidien est organisé au moyen de messages chimiques puissants et invisibles. Cependant, se rendre au travail peut être dangereux
et la chute de feuilles crée souvent des problèmes de circulation. Mais ces fourmis sont capables de faire face à presque tout imprévu. Des ouvrières spécialisées sont déployées pour éliminer les barrages. Il ne faut que quelques heures à un petit nombre de fourmis pour faire disparaître un monceau de feuilles du sol de la forêt. Les ouvrières se dirigent vers un arbre dont elles récoltent les feuilles. Pour atteindre ces feuilles, elles doivent gravir une paroi qui équivaut à l'échelle humaine à un pic de 4000 mètres. Peu après avoir atteint le sommet, elles découpent des segments de feuilles avec leurs mandibules qui vibrent plus de 1000 fois par seconde. Ensuite, elles doivent redescendre et parcourir la centaine de mètres qui les séparent de leur fourmilière. Malgré la distance, l'ensemble de l'expédition ne leur prend pas plus d'1 heure. L'efficacité est essentielle. Quand leurs mandibules s'émoussent, les ouvrières se chargent de porter les feuilles coupées par leurs jeunes sœurs. À la surface, leur logis ne paye pas de mine. Mais sous terre, c'est un labyrinthe de galeries qui s'enfonce jusqu'à 8 mètres de profondeur. Cette fourmilière est aussi peuplée que la ville de Londres. Ici, dans les entrailles de la Terre, les fourmis stockent leurs précieuses feuilles et cultivent des champignons sur la végétation en décomposition. Les minuscules fructifications blanches des champignons servent à nourrir toute la colonie. Loin du sol et de l'obscurité de la forêt, la canopée baigne dans la lumière intense du soleil tropical. Voici la salle des machines de la jungle, l'endroit où les arbres géants capturent la lumière du soleil pour alimenter leur croissance. Ce royaume tourné vers le ciel abrite la plus grande biodiversité de la forêt amazonienne et donc de l'ensemble de la Terre. Les cris des singes hurleurs s'entendent à plusieurs kilomètres à la ronde. Ils visent à marquer le territoire d'un groupe, la petite parcelle d'arbres où ses membres se retrouvent et se nourrissent de jeunes feuilles. Des troupes de sapajous à pelle parcourent de longues distances dans la forêt en mangeant à peu près tout ce qui leur tombe sous la main. Fleurs, insectes, fruits et même de petits mammifères. Les sapajous sont souvent suivis par des centaines de petits singes écureuils qui ramassent ce que les premiers laissent derrière eux.
Cette association insolite réduit le risque qu'un individu isolé soit capturé par un aigle. Les plus grands singes ici sont les singes araignées. Ils sont sans cesse en mouvement. Ils suivent des parcours bien rodés qui représentent le trajet le plus court entre les arbres fruitiers. Pendant les périodes d'abondance, on peut voir jusqu'à une centaine d'individus voyager quelque temps ensemble. Lorsque des petits groupes se rencontrent, de nouvelles amitiés se tissent et de nouveaux groupes se forment. Quand la nourriture abonde, les singes araignées choisissent la meilleure partie des fruits et jettent le reste. Mais rien ne se perd ici. Les pécaris qui sillonnent la forêt en quête de nourriture sont bien contents de profiter des restes tombés du ciel. Pour équilibrer leur régime, les pécaris à collier cherchent des compléments alimentaires dans des endroits bien particuliers. La boue épaisse de ce trou contient des concentrations exceptionnellement élevées de sels minéraux. C'est un plaisir rare si loin de la mer. On trouve ça et là dans la forêt des petites poches riches en minéraux. Ce sont comme des oasis où un grand nombre d'espèces viennent puiser des nutriments indispensables. Tout au long de la journée, les visiteurs vont et viennent. Certains, comme ceux d'Aguet Rouge, sont particulièrement méfiants car ils savent que des jaguars patrouillent dans les environs. Les pénélopes de Spix passent la majeure partie de la journée à proximité de l'oasis de sel. Elles se risquent parfois jusqu'à la paroi d'argile pour picorer des insectes. Mais au moindre bruit, l'une d'elles donne l'alerte et toutes regagnent la sécurité des branchages. La force d'érosion de la rivière Las Piedras a progressivement mis au jour un dépôt salé sur ses rives. Ce sont les derniers vestiges d'un ancien océan asséché depuis des millions d'années. Des haras convergent ici de dizaines de kilomètres à la ronde. Ils se regroupent dans les arbres et attendent que le plus courageux d'entre eux descende vers la paroi saline pour s'assurer qu'il n'y a pas de prédateurs dans les parages. Lorsqu'une poignée d'entre eux est sur la falaise, tous les autres les rejoignent. L'argile qu'ils mangent leur fournit non seulement du sel, mais contribue également à nettoyer leur organisme des toxines présentes dans les fruits encore verts dont ils se nourrissent. Pour les haras, ces visites à la falaise d'argile sont plus qu'une simple occasion de se nourrir. C'est aussi l'occasion de rencontrer des partenaires et de régler des différends.
c'est la saison de nidification. Les deux parents haras ont aménagé une cavité naturelle dans le tronc d'un chihuahuaco. À l'intérieur se trouve un oisillon affamé. Après 2 mois de confinement, il commence à s'intéresser au monde extérieur. Pour l'instant, son père et sa mère doivent lui apporter sa dose d'argile quotidienne. Mais dans quelques semaines, il sera prêt à quitter le nid et à suivre ses parents. Certains animaux n'ont pas les moyens de prélever du sel dans la terre. Pourtant, ils en ont tout autant besoin. Comme les haras, ces papillons passent la plupart de leur temps dans les hauteurs de la canopée, mais de temps à autre, eux aussi doivent descendre. Les papillons se rassemblent sur les rives humides d'un lac. Les eaux, en baissant, ont déposé ici des sels minéraux et d'autres nutriments. Pour les papillons, dire que la vie dans la forêt tropicale est dangereuse est un euphémisme. Les néphiles sont des araignées géantes, mais les morphos bleus sont aussi des papillons géants. L'araignée s'approche avec prudence. Elle se méfie des puissantes ailes du morpho bleu. Mais les papillons de cette taille ne restent pas longtemps englués dans une toile. Alors que les toiles d'araignée représentent une menace pour la plupart des insectes, un animal ici les recherche activement. Cette femelle colibri fabrique son premier nid, tissé avec de la soie d'araignée et suspendu à l'extrémité d'une feuille. À chaque voyage, elle ne peut transporter qu'un seul brin d'herbe ou un fil emmêlé de soie d'araignée. Il lui faut des semaines pour terminer son nid. Le colibri doit rester constamment vigilant, car un congénère pourrait convoiter ce nid vide. Le moment venu, la femelle colibri pond un minuscule œuf blanc, plus petit qu'un ongle. Le nid peut sembler exposé, mais il est placé si loin du stipe du palmier que seul le plus léger des prédateurs pourrait l'atteindre sans chuter. Une semaine plus tard, un petit oisillon a éclos. La femelle doit redoubler d'efforts pour se nourrir et nourrir son petit. Mais la saison sèche touche à sa fin. La solidité du nid sera bientôt mise à l'épreuve. La vie de l'oisillon en dépendra.
La température ne cesse d'augmenter et l'air est saturé d'humidité. Les animaux de la forêt tropicale le sentent bien. La forêt tropicale humide ne porte pas son nom pour rien. En Amazonie, les orages sont d'une violence inouïe. Le nid est secoué par le vent et fouetté par la pluie. L'oisillon doit se cramponner aux fibres que sa mère a si soigneusement assemblées. À l'aube, la pluie a cessé. Mais les effets de l'orage se font encore sentir. À son retour, la femelle colibri trouve le nid vide. Son oisillon a disparu. Dans sa détresse, elle examine encore et encore le nid. L'oisillon a été éjecté du nid pendant la nuit. Même s'il a survécu, il est désormais seul dans la forêt. Il ne sait pas encore se nourrir par lui-même. Sa mère doit le retrouver rapidement, sans quoi il mourra de faim. Les appels de la mère et du petit retentissent dans la forêt. Et ils se retrouvent enfin. La pluie fait jaillir de nouvelles pousses dans la jungle. Mais elle a aussi semé la destruction. La rivière Las Piedras déborde de son lit. Des arbres entiers sont emportés par le courant. Les eaux en crue déferlent dans la forêt. Les animaux trop petits pour fuir l'arrivée des flots n'ont qu'une seule solution: se réfugier en hauteur. Le moindre espace disponible est pris d'assaut.
Des créatures étranges sont forcées de quitter l'obscurité où elles vivaient. Pour beaucoup, un abri en hauteur n'est rien de plus que quelques feuilles flottant sur l'eau. Des milliers d'insectes cherchent frénétiquement un refuge. Le surpeuplement est tel que les prédateurs ont l'embarras du choix. Cantonnés dans leur arche de Noé, les espèces terrestres devront peut-être attendre des semaines avant que la rivière regagne son lit et qu'elle puisse retrouver la terre ferme. Beaucoup d'animaux ont été trop lents pour échapper à la montée des eaux. La tension superficielle de l'eau maintient les mille pattes à flot pendant un court laps de temps, mais dès qu'ils se débattent, ils coulent. En essayant de se sauver, ils scellent leur destin. Pour les espèces aquatiques, la crue est une aubaine. Comme les eaux continuent à monter, de nombreux animaux confinés auparavant dans une mare ou un lac circulent désormais librement dans la forêt inondée. Les poissons recherchent des lieux sûrs pour pondre. Leurs prédateurs sont prêts à fondre sur eux. Un nouveau chœur retentit dans les profondeurs de la forêt. Une famille de 7 loutres géantes est ici pour pêcher des poissons qui arrivent dans les ruisseaux gonflés par la crue. Cette famille doit nourrir 3 jeunes loutres voraces. Il n'y a pas assez de poissons ici pour autant de bouches, et les loutres doivent chercher des points d'eau plus poissonneux. Les loutres géantes passent la majeure partie de leur temps dans de grands lacs cachés au cœur de la forêt. La moitié des jeunes loutres n'atteignent pas l'âge d'1 an, mais celles-ci ont eu de la chance. Elles ont dépassé la période critique où elles étaient le plus vulnérables face aux prédateurs. Néanmoins, elles sont encore assez jeunes pour se permettre de chipper un poisson à leur mère plutôt que de le pêcher elles-mêmes. Les mâchoires des petites loutres ne sont pas assez puissantes pour tuer un poisson d'un coup. Elles doivent le tenir fermement entre leurs pattes. Et ces mouvements peuvent les surprendre.
certains oiseaux suivent les loutres pour profiter de leurs restes. Mais ils ne sont pas les bienvenus partout. Une fois leur ventre bien rempli, les jeunes loutres ont tout le temps de jouer. Dans quelques mois, ces jeunes loutres auront atteint leur taille adulte et mesureront 2 mètres de long. Pour l'instant, elles doivent veiller à ne pas trop s'éloigner des adultes, car ces eaux abritent un redoutable prédateur. Chez les caïmans noirs, les mâles sont très territoriaux. Cet individu de 5 mètres de long est un nouvel arrivant dans le lac. Le résident actuel, un mâle plus petit, lui fait face en arquant le dos pour signaler qu'il est le maître des lieux. Le nouvel arrivant, bien plus imposant, fait de même, montrant qu'il relève le défi. Tandis qu'ils se rapprochent, les caïmans évaluent la taille de leur adversaire. Le plus petit se retire sagement, et l'intrus s'approprie le terrain de chasse de l'ancien maître des lieux. Parmi les lacs de la forêt amazonienne, certains existent depuis plusieurs centaines d'années. Mais peu à peu, des tapis de végétation flottante se sont mis à obstruer la surface de l'eau. Le fond des lacs se remplit de feuilles mortes et la forêt gagne du terrain. Pour l'instant, ce lac est un paradis pour une multitude d'espèces. Ces oasins huppés à l'apparence préhistorique se perchent au bord des lacs à des endroits où les prédateurs peuvent difficilement les atteindre. On trouve aussi ici des oiseaux serpents. Leurs plumes sont perméables. Cela les empêche de flotter quand ils nagent, mais leur est très utile quand ils plongent pour capturer un poisson. Les meilleurs sites d'alimentation sont souvent âprement disputés. Pour bien des animaux, la saison des pluies avec ses précipitations quotidiennes est une pause bienvenue après la fournaise des mois secs. Mais pour d'autres, c'est une source de complications. Le niveau du lac a monté et les papillons qui s'alimentaient auparavant sur ces rives boueuses doivent chercher leur pitance ailleurs. Il leur faudra peut-être attendre, mais ils savent exactement où la trouver. Les tortues pleurodires ont pour l'heure un tout autre programme. Il est si agréable de se gratter. Ou mieux encore, de s'étirer. Pendant la saison des pluies, les jeunes tortues doivent profiter au maximum des brèves périodes d'ensoleillement. Mais il n'est pas facile de trouver un tronc d'arbre idéalement placé pour prendre un bain de soleil. Et il est encore plus dur de le garder pour soi. Bien qu'il y ait assez de place pour de nombreuses tortues sur ce tronc d'arbre,
Un grand mâle ne tolérera pas qu'une petite tortue lui gâche la vue. Dans la société des tortues, la taille prime sur tout. Lorsque les individus sont de taille similaire, les relations de voisinage sont bien plus cordiales. Mais alors, les tortues ont souvent tendance à s'empiler. La vie sur un tronc d'arbre consiste à se pousser et à changer de place en permanence. Une fois les tortues installées, les papillons peuvent arriver. Les papillons lèchent les larmes salées des tortues. Les tortues ne sont pas tristes, ces larmes nettoient seulement leurs yeux après un plongeon dans l'eau. Et les papillons ne boivent pas les larmes qu'ils recueillent, ils les gardent. Ces papillons sont des mâles. Ils offriront de minuscules boulettes de sel de larmes de tortue à la femelle avec laquelle ils s'accoupleront pour assurer à leur progéniture le meilleur départ possible dans la vie. Peut-être ne découvrirons-nous jamais tous les mystères que recèle la forêt amazonienne, car le temps est compté. Menacé par l'activité des hommes, cet univers sauvage encore largement inexploré risque de devenir bientôt un univers de fiction.